Bienvenue à tous. Donc, je vous reçois aujourd'hui à l'intérieur de la maison du jardinage, toujours à Paris, 12e arrondissement, au sein du parc de Bercy, où est située la maison du jardinage. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un direct du jardinier, dans lequel on abordera les semis de printemps. Et hop, on rejoint Franck. Bonjour à tous. Bonjour. Salut Franck. Donc aujourd'hui, semis de printemps, ça veut dire qu'on va partir d'ici pour aller au potager semer quelque chose. Voilà, donc là, on est dans l'armoire des graines. Hein. Je stocke les graines ici. J'avais fait une émission là-dessus. Ouais. Et donc là, j'ai sélectionné des graines. Donc, pour les semis de printemps, là, on va parler surtout des semis du mois d'avril. On est fin avril. On peut semer différents types de légumes. Donc les légumes racines, les légumes feuilles, les légumes fruits. Dans les légumes racines, on a les carottes, les radis, la betterave, les oignons, les chicorées, laitues, oignons. Légumes feuilles, chicorées, laitues, épinards, choux et persil. Et dans les légumes fruits, on peut commencer dès le mois d'avril avec les concombres et les cornichons. Donc c'est la même plante, en latin c'est le même nom et la même espèce, cornichon et concombre, sauf que ce qui fait un cornichon, c'est une variété différente de ce qui fait le concombre. D'accord. Voilà. On a posé la question en story, je t'arrête, on a posé la question, c'est très important, on a posé une devinette. Ouais. Est-ce qu'on peut planter du concombre en ce moment? Et donc tu y répondras pas tout de suite, on regardera, mais majoritairement les gens ont répondu oui. Je peux te dire que très largement, très majoritairement, les gens ont répondu oui. D'accord, mais du coup je ne donne pas la réponse tout de suite. Pas tout de suite, on attend d'arriver au potager. Ok, donc vous avez encore le temps de vous exprimer sur la devinette. Donc voilà, là donc je vous ai donné à peu près la liste de ce qu'on pouvait semer en ce moment. Ouais. Le choix qu'on va faire en démonstration, c'est une association carottes radis. Ok. Donc on va les semer en même temps. Et pour ça, on va faire des semis en ligne. Donc du coup, j'ai pris ces légumes-là. Et je vais remettre ça. Et on va direct au potager. Ok. Tu n'as pas besoin de matériel ici? Tout est là-bas. D'accord. Donc j'en profite pour vous dire à tous, merci de nous rejoindre. Hop. Oui, je vois que vous êtes... J'essaie de dire bonjour à tout le monde, mais... donc aujourd'hui, on va semer. C'est vrai qu'en ce moment, on a beaucoup d'émissions sur le semis parce que c'est la saison. N'est-ce pas, Franck? Bah oui, on commence. Alors pourquoi on va semer de plus en plus de choses? Parce que la Terre se réchauffe en fait. Ouais. C'est ce qu'on attend en fait, le réchauffement de la Terre après l'hiver. Bon, même si on n'a pas eu un hiver hyper dur, hyper froid. Là, je cherche les étiquettes que j'avais mis de côté. En fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que les périodes de semis pour les différentes variétés correspondent à la température du sol au moment où on les plante. C'est-à-dire qu'on plante par exemple tel type de... Alors là, on fait des semis. Oui, on fait des semis. Oui, non, mais on distingue bien les semis des graines dans la terre et la plantation. On plante une plante, mais justement, on replante une plante dans la terre. Voilà. Mais si par exemple on sème certaines variétés plus tard, c'est parce qu'en fait, la saison fait que le sol est plus chaud. Oui, la germination, elle se déclenche par rapport à une température donnée, pour une variété donnée, pour un type de légumes donné, et un taux d'humidité. Donc c'est vraiment si on sème en pleine terre, là c'est des semis en pleine terre. Hein. Donc les semis en pleine terre dehors, là c'est des semis qui correspondent à la température du sol, qui n'est pas forcément la même que la température atmosphérique. Ok. Ce qui semble logique. À la rigueur, sur le chemin du potager, tu m'avais parlé des différentes températures à laquelle germaient certaines graines. Ça, voilà. C'est intéressant. Enfin, voilà. Par exemple, la tomate, c'est un sol à 18 degrés. La tomate, les courgettes, etc., c'est autour de 18 degrés. Et l'aubergine, c'est 24 degrés. Donc... voilà, il y a vraiment des températures assez précises qui permettent la germination. Effectivement, en ce moment, on a l'impression qu'il fait très beau, mais ce n'est pas le temps optimal pour toutes les graines. Non, parce que, pareil, c'est ce qui va accueillir les graines, c'est le sol, c'est la terre. Et la terre,
va mettre un certain temps pour se réchauffer. Ok. Pour vous qui êtes avec nous, n'hésitez pas à me dire s'il y a un problème d'image, un problème de son. On essaie de faire attention depuis qu'on a eu des remarques. On a changé de matériel. On espère que l'image est meilleure. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc là, on se dirige au potager. Où on va aller à la cabane. Ouais. Donc par exemple, en parlant de température, Ouais. On pourrait commencer à planter les haricots verts, les haricots nains. Mhm. Au mois d'avril, mais si on est sûr que la terre est réchauffée à 15 degrés minimum. Sinon, ils ne germeront pas. C'est un élément tellement important que si on sème dans une terre qui n'est pas à la bonne température, c'est-à-dire surtout qui est trop froide, les graines ne germeront pas. D'accord. Et elles risquent en fait d'être affectées par l'humidité, par le froid. Ce qui fait que même si on attend, elles ne germeront pas. Je ne sais pas si j'étais clair en disant ça. Enfin, moi ça me paraît clair. Donc je vais prendre les outils. Hop, donc ça pour ceux qui suivent, pour ceux qui sont habitués au direct, ça c'est la cabane qu'utilisent et Franck et ses collègues pour ranger le matériel. La cabane au fond du jardin. Et en plus on a de la chanson, c'est formidable. Formidable. Et voilà, bon, en gros c'est ici que se passe la majorité des directs du jardinier, même si la personne qu'on voit n'est pas toujours la même. D'ailleurs la semaine prochaine, on sera avec Anne, dont ce sera le premier live, et qui nous aidera à choisir les plantes les plus fortes sur un semis, pour enlever les plus faibles. Alors dites-moi si l'image passe, parce que moi sur mon écran je ne vois pas très bien. Et s'il y a un problème au niveau du son, évidemment. En attendant que Franck prépare son matériel. Je tenais à attirer votre attention sur le fait que vous pouvez toujours retrouver les événements du mois d'avril sur l'agenda Que faire à Paris. Ça je vous en parle à chaque direct. Sachez également que là on a travaillé sur le programme de mai et qu'il est sorti la semaine dernière. Donc vous pouvez d'ores et déjà aller sur Que faire à Paris, et si vous tapez nature, tout simplement nature ou Paris nature dans le moteur de recherche, vous allez trouver un programme spécifique au mois de mai, et je crois qu'aujourd'hui on en est à 47 activités, que ce soit des webconférences ou des directs. Comme les autres mois, il y en a vraiment pour toutes les thématiques. C'est-à-dire que vous soyez intéressé par les oiseaux, par les arbres, par le jardinage, les fleurs, il y aura forcément quelque chose qui vous intéressera. Certaines sont plus grand public. On a aussi des guides conférenciers qui vous proposent énormément de conférences sur une thématique un petit peu plus patrimoniale, historique. Ça peut être intéressant. Alors là, juste, je viens de remplir. Là ici c'est du compost, Ouais. qui est un compost mûr qui est là depuis plusieurs mois, depuis plus de 10 mois. Et donc je remplis ça de compost parce que D'accord. je vais faire les semis avec ça. Enfin, je vais vous montrer. Donc je prends la fourche bêche, je peux utiliser aussi la grelinette, Ouais. mais je crois que j'avais déjà montré. C'est des outils qu'on commence à connaître. Ouais. Voilà. Et donc ensuite il va me falloir une serfouette, de l'eau. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi le direct, sur les outils, eh bien ça c'est la fourche bêche, ça c'est la serfouette. Et je vous invite à aller voir le direct qui est consacré, il y en a plusieurs, il y a un direct de la maison du jardinage, je crois qu'il y en a un autre à la ferme de Paris où on aborde le sujet spécifique des outils et comment les utiliser au jardin. Non, vous avez toute la documentation dont vous avez besoin. Aujourd'hui il fait très beau. Et c'est marrant parce que pour ceux qui suivent depuis novembre, puisqu'on a commencé les directs en novembre, le jardin commence à prendre d'autres couleurs. On a des petites pointes vertes qui commencent à sortir depuis les derniers semis, puisqu'on avait fait des semis avec Rachel il y a 3 semaines. Ouais. Et ce qu'on voit aussi, c'est le paillage en fait. Ouais. Et tous les sols sont protégés avec l'herbe qu'on fauche. Mm. Donc là, en fait, on a ce qu'on avait vu la dernière fois, la brome. Tant que les graines ne sont pas mûres, donc elles ne germeront pas. Donc on peut les laisser dessus.
on paille pas avec des plantes qui vont qui ont des graines qui vont germer, hein, des graines mûres. Donc là, j'emmène les outils. Là, on a une espèce de tour qui peut être utilisée en tour à fraisier, on l'avait vu la dernière fois. Là, elle n'est pas en activité encore. Mais c'est une manière... Ah si, on voit des fraisiers ici. Donc c'est une manière effectivement d'optimiser la place, puisque vous voyez que là, sur un espace de 60 cm par 50 cm, on peut faire pousser des dizaines et des dizaines de fraisiers sans problème. Quand même les gens qui ont un balcon, et c'est pas nécessairement une structure très élaborée comme ça, en inox et en bois, vous pouvez faire ça avec du PVC. Enfin, après le plastique c'est pas bien, on en déconseille l'usage, mais il y a moyen de travailler en hauteur. Ça c'est très bien pour les cadres urbains. Est-ce que tu as besoin d'un coup de main, Franck? Bah, j'ai tous les outils à amener. Bah attends, je vais t'aider. Mais je vais aller les chercher. Hop. Pour le programme du mois de mai, on a des petites nouveautés. Donc ça, normalement, j'aurais préféré que vous vous en rendiez compte en allant sur Que faire à Paris, mais je ne peux pas m'empêcher de vous le dire. On a des choses nouvelles en fait. Là, normalement, on vous proposera des lives en direct de jardins partagés avec des collègues dans des arrondissements qui font vivre ces lieux. On aura aussi un live à l'école du Breuil. Alors, comme je filme en paysage, il n'est pas évident de voir vos commentaires, mais quand même j'arrive à voir. C'est ça, merci Gualtiero. Et donc je vous invite encore à faire part de vos questions, hein, si vous en avez sur les semis notamment, puisque c'est le sujet du jour. De toute façon c'est maintenant, c'est sur les 2-3 prochains mois qu'on va planter tout ce qui va donner pendant l'année. Donc si vous avez des questions, Franck est là pour y répondre. A priori on va se mettre sur cette parcelle. Celle qui est recouverte d'un filet. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais on avait fait un live avec Rachel justement où elle avait semé des fèves et autre chose. Et donc là on voit que ça commence à sortir. Je crois qu'il y a des radis aussi. Donc voilà, on va travailler sur cette parcelle. Qu'est-ce qu'il faut? Celle-ci. Donc voilà. Donc en fait on l'a paillé grossièrement. Donc là on va enlever le paillage. Donc là c'est préparation du terrain. Donc, toujours le terrain qui est déjà bien prêt. Toujours la même chose. Hein. Donc ce terrain, là, on le prépare, mais il a déjà été préparé tout au long de l'année. En fait, il n'est pas forcément préparé, Ah. mais il est amélioré. C'est-à-dire que on va améliorer la structure en semant des engrais verts et aussi en protégeant la surface du sol avec un paillage. Donc du coup, il y a toujours de la matière organique, soit avec un système racinaire dans le sol, comme pour l'engrais vert, Ouais. soit avec une protection, enfin sans système racinaire, mais la matière organique à la surface, voilà. Qui fait que le sol est quand même toujours nourri d'une façon ou d'une autre. Donc le premier outil que je vais utiliser, c'est la fourche bêche. Alors je pourrais utiliser la grelinette. Donc toujours le même principe, un décompactage. Donc vous voyez, ça va très vite. Là, c'est là qu'on voit que le sol, il est quand même... la structure est bien améliorée quand même, hein, parce que ça va tout seul. Hein. On dirait que tu ne fais pas d'effort. Voilà, c'est comme dans du beurre en fait. Ouais. Donc je fais la première ligne comme ça.
Donc là du coup c'est un petit rappel du travail du sol. Donc l'objectif de la fourche bêche, on le rappelle, c'est comme la grelinette, c'est de décompacter le sol. En profondeur. En profondeur. Donc en profondeur, c'est quoi? C'est 20 cm? 30. 30. Ça fait 30 cm une... D'accord. Ok. Enfin 25-30. Ok. En profondeur donc. Mais sans traumatiser le sol et sans altérer le niveau des couches qui se situent dans le sol. Notamment... Vas-y. C'est pas vraiment... spécialiste. Non, mais c'est pas vraiment... Parce que là, on n'est pas en termes d'horizon. Un sol cultivé, on n'a plus d'horizon là. On a un sol qui est bien homogène sur 30-40 cm de profondeur. D'accord. Donc on n'est plus en termes d'horizon, on est en termes de structure. C'est-à-dire comment les éléments du sol sont assemblés entre eux. Comment ils sont structurés. Donc s'ils sont structurés... sous forme de grumeaux, on a une structure grumeleuse qui est la structure idéale pour le développement des racines des plantes cultivées. Donc là en fait, bon, je peux, en plantant une fourche bêche dans le sol, je peux blesser un ver de terre par exemple, mais vous voyez, je ne retourne pas. Ouais. Je décompacte seulement. C'est moins risqué qu'avec une pelle. Voilà. Et puis, bon, l'idée aussi c'est que si je retourne le sol, par exemple, si je vais montrer, hein, là je vais reparler de ça, par exemple, si je retourne le sol ici, déjà, bon, c'est lourd, et là... Tu te fais mal au dos. Et là, en fait, je mets la partie qui était 30 cm au fond, qui était dans un milieu anaérobie, c'est-à-dire sans air ou très peu d'air, avec beaucoup moins d'air. Ouais. Dans ce milieu-là vivent des bactéries qui sont des bactéries anaérobies, qui vivent dans un milieu avec très peu d'air. Donc ouais. là, en faisant ça, je viens de détruire. Tu les tues. Je viens de tuer 80% de ces bactéries. D'accord. Et les bactéries qui vivent à la surface, et tu les mets au fond. Je les mets au fond et je leur détruis 80%. C'est ça. Voilà. Donc c'est des bactéries qui vont aider à décomposer la matière organique et donc rendre disponibles les minéraux contenus dans la matière organique aux plantes. D'accord. Donc c'est pour ça qu'en le retournant, en fait, je me prive d'un... Alors, une demande de toilette en pleine émission. Et bien voilà. Vous allez derrière vous tout droit et vous avez un mur. Et c'est sur la gauche en le longeant. Vous avez compris? Voilà. À gauche en longeant le mur. Ce qui est agréable par rapport aux autres lives, c'est qu'on a de plus en plus de personnes dans les jardins. Et puis là, il fait super beau. Donc voilà, et je ne sais pas si on voit, voilà, oui, là le sol il est décompacté. Donc quel est le prochain outil que je vais utiliser? Question, personne ne sait. La griffe. Toi tu sais? Ah pardon. Bon, c'était pour vous. Alors est-ce que quelqu'un sait comment s'appelle cet outil? Ça s'appelle un croc. Un croc. Alors, je me suis trompé en plus. Et là je décompacte. Voilà. Enfin je décompacte. Là je casse les mottes. Tu casses les mottes, ouais. Donc je vais affiner en fait. Donc pour ceux qui nous rejoignent en cours d'émission, on est sur le live du jardinier et aujourd'hui on s'occupe de semer des carottes et des radis. Et Franck nous expliquera tout à l'heure pourquoi carottes et radis, pourquoi les deux. Voilà, je vais les semer en même temps en fait. Hein. Ouais. Alors on verra, quand je vais ouvrir les sachets de graines, vous verrez que vous verrez les graines comment elles sont. En fait, c'est la taille de la graine qui définit la façon de la semer aussi. Je ne sais pas si les personnes, vous qui regardez, est-ce que vous arrivez à évaluer une taille de graine de carotte? Est-ce que vous savez à quoi ressemble une graine de carotte? Moi, je dirais que c'est plutôt petit, mais je ne suis pas spécialiste des carottes. C'est bien décompacté là. Décompacté et affiné en fait. Alors en fait la carotte, c'est évidemment
un légume racine. Ouais. Donc ce qui nous intéresse, c'est le développement de cette racine, en longueur et en largeur. Alors en longueur pour les carottes longues, hein, par exemple les nantaises, en largeur pour les rondes, notamment la ronde de Paris. Est-ce qu'il y a des carottes rondes? Oui. Donc là on va semer de la ronde justement. On va favoriser les variétés d'Île-de-France. D'accord. Donc c'est des variétés qui ont été développées depuis des décennies et qui sont parfaitement adaptées à l'Île-de-France. Donc ça c'est une clé de la réussite des semis, c'est aussi de choisir la bonne variété. Voilà. Là j'ai cassé les mottes grossièrement. Et maintenant je vais utiliser quel outil? Le Je dirais rien. râteau. Qu'est-ce que c'est ça à votre avis? C'est un Là ça y est, on le voit. C'est un râteau. Du coup là ça te sert à... Là je vais à encore remettre le affiner sol. un peu plus. Ouais. Euh, Ça te permet aussi de combler les irrégularités du sol? ouais, ça permet d'égaliser aussi, Ouais. comme le croc mais plus finement. Alors, en attendant, regarde, sur le côté, là c'était des semis d'oseille épinard qu'on avait Oseille semé il y a épinard. 1 mois. Et voilà, ça y est, donc c'était protégé contre les oiseaux, et là ça y est, on voit Ouais, qu'elles je me rappelle. sont sorties. Et à côté, on avait planté des fèves, c'est ce que je disais On tout à avait l'heure aux semé- personnes qui nous suivent. Oui, on semé des avait fèves. semé des fèves. Et elles ne sont pas encore sorties. Si, regarde, Où Là. ça? Ça, c'est les fèves, ça? ouais, ça c'est les fèves. Vous avez des plants de sauge là, dans ce petit jardin C'est marrant. Ça, Là-bas. sur les pots? Non, dans l'autre partie, là-bas. Dans les parties Là, des on a- plantes aromatiques. ça c'est les fèves, les fameuses fèves que Rachel a plantées il y a 1 mois à peu près. Semées, Semées. on plante des plantes, Mais je le on sème sais, hein. des semis. Je m'y ferai jamais. Je vous part de mes excuses. Hein. Je connais pourtant la différence entre un semis Oui. et une C'est plantation. la sauge officinale. Plusieurs variétés. Ouais, c'est la sauge officinale qui est là-bas. Vous voyez que le travail de jardinier, finalement, à la maison du jardinage, c'est pas que s'occuper du potager, c'est aussi beaucoup de contact avec le public. Et évidemment, on ne parle pas des ateliers qui, un jour, quand la situation sanitaire le permettra, redeviendront comme avant en présentiel avec des groupes qui pourront venir s'inscrire pour participer aux ateliers de jardinage. Pas de questions sur les semis? Donc là, j'affine le plus possible. C'est quoi ça? Voilà. Alors je vois pas où tu as mis tes graines et le compost que tu as pris tout à l'heure. Là. Ah d'accord. Donc, là, on va voir. Voilà. Donc, je vais semer en même temps, en fait, des carottes et des radis. Pourquoi je les sème en même temps? Vous allez voir la taille des... Donc toujours des graines bio. Hein. Ouais. Ici, c'est votre règle, vous utilisez que du bio. Ici, tout est bio. Voilà. Attends, je me cale, j'espère qu'on pourra voir. Hein, c'est vraiment pas gros comme graine, c'est tout petit. Voilà. Donc, Ok. du coup, Ça c'est les carottes. quand je sème les carottes, je les sème forcément drues. Là où je vais faire attention, bon, c'est des semis en ligne. Donc en fait, donc voilà, ça c'est la taille des Une carottes. drue, ça veut dire qu'il y en a beaucoup. C'est-à-dire que je ne vais pas semer une graine par une graine. Et là, c'est les radis.
Ah, c'est drôle ça, les graines de radis sont plus grosses que celles des carottes. Ouais. Alors que le Alors- fruit, au final... Alors, comme les graines de carottes sont très fines, pour les semer uniformément, on a différentes solutions. On peut les semer avec du sable, ce qui permet d'avoir un bon mélange et puis de les C'est-à-dire semer. que tu mélanges une poignée de sable avec tes graines. Je mélange mes graines dans le sable. D'accord. Je prends du sable et effectivement dans une poignée comme ça. Ah ouais. Et je les mélange bien et puis je les sème comme ça. Donc, alors je vais utiliser la serre-fouette, donc cette partie-là, pour faire le sillon. Donc j'espace mes sillons, là je vais en faire deux, de 15 à 25 cm suivant la variété de la carotte. Si elle prend, quand elle est poussée, si elle prend plus ou moins de place. Donc pour une petite ronde, je vais mettre 20 cm. Donc on sait que 20 cm, c'est la largeur entre le pouce et le petit doigt tendu. C'est ça. Donc voilà, c'est ici. Et donc je fais une deuxième ligne à 20 cm. Donc la profondeur du sillon, elle est choisie selon la taille de la graine. Ça, tu nous l'avais dit, ouais. Voilà. Donc là, pour les carottes, on peut faire des sillons plus larges pour semer en largeur aussi, hein. C'est-à-dire on va semer en ligne, mais d'une façon plus large. Et alors la petite astuce, alors la petite question là, Ouais. c'est pourquoi je sèmerai pas mes carottes avec du sable et pourquoi je les sème en même temps que les radis. Quel est l'avantage? Quel est Attends, on va laisser aux personnes qui suivent la vidéo de répondre. Donc, la question étant, pourquoi est-ce que dans une même poignée de graines, on va semer en même temps des graines de radis et des graines de carottes? Pourquoi est-ce qu'on fait les deux en même temps, plutôt que de mélanger ça avec du sable? Alors déjà, ce qu'on voit, c'est que les graines de radis, ça fait un peu comme des gros grains de sable, hein. Donc ça va me permettre de mélanger correctement les graines de carottes dedans. Ok. Voilà. Bon, le semis, c'est toujours un truc simple, hein. En fait, je mets dans le sillon. Donc ça permet aussi de visualiser, hein, les graines de radis, on visualise où on sème. Donc vous voyez, je sème assez dru. Et si je dois arrêter ma ligne, parce que j'ai plus de semis dans la main, Et tu refais ton mélange. grâce aux graines de radis, je vois où se trouve. Et c'est vrai que je ne sais Mon pas semis. si vous voyez, mais les graines de radis, on les voit très bien. Elles sont rondes, elles sont dans un brun assez clair, rougeâtre presque. Et on les voit bien mieux que les graines de carottes. Voilà, donc là, je finis ma ligne. Alors, est-ce que quelqu'un sait pourquoi on sème les graines de radis avec les graines de carottes? Là, tu vas faire combien de lignes? T'en fais deux? Là, j'en fais deux pour montrer, hein. Ok, Le but, c'est d'aller assez vite bien sûr. pour montrer. Et voilà. Alors, le petit truc, c'est que par-dessus, donc j'ai pris du compost. Et voilà, je me disais, quand est-ce qu'il va utiliser son compost? Alors on peut le mettre en fond de ligne, mais c'est pareil, hein, c'est assez fin. Alors, je vais mettre là. Hop. Voilà, on enfouit avec le compost en fait. Donc c'est un compost, c'est pas un compost jaune, hein. Donc il n'y a pas de danger que il y a un excès de matière nutritive d'engrais. Donc c'est plutôt... Ce
C'est bien parce que la couleur du compost te permet en plus de bien visualiser les lignes. Voilà. Donc je peux le mettre vraiment d'une façon très fine. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est carottes et radis là. Et alors est-ce que vous savez madame pourquoi on sème en même temps les graines de carottes et les graines de radis? Bah, les radis vont venir avant, C'est ça. et les carottes bien après. Et donc, quel intérêt de les mettre ensemble? Bah, parce que comme ça, Bonjour, moi c'est dans la même saison. oui, puis comme ça on peut les manger. Et puis la carotte a plus de place pour grandir, non? Alors, Ça vient pas tout en même voilà. temps. C'est surtout que... Donc, quelqu'un a trouvé ou pas? Pas de gâchis. Ah, je regarde. Et non, ça sèche. Alors, en fait, ce que je disais au début, ça vient de ce que je disais au début. Au début, j'ai dit, je sème d'une façon drue. C'est-à-dire, je vais en mettre beaucoup sur ma ligne. Donc, ça veut dire que je vais être obligé d'éclaircir. Et ça sera un prochain live qu'on fera. Et donc, l'éclaircissage, c'est enlever les petites plantules au bout de 2 à 5 feuilles, suivant les types de légumes qu'on met, pour laisser la place aux autres, pour que la carotte se développe. Et là, ce qui est intéressant dans ce semis double, c'est que dans 3-4 semaines après l'arrosage, mes carottes vont apparaître, vont être bonnes à être récoltées. Tes carottes? Et donc, les Les radis. radis? Ah oui. Donc dans 3 Les semaines radis après, vont les pousser radis. avant les carottes. Voilà. Et donc quand j'enlèverai, je récolterai les radis, ça laissera de la place pour les carottes. Donc c'est du coup un éclaircissage qui se fait en récoltant. Donc je gagne de la place et en plus je fais une opération qui a une double fonction, récolte et éclaircissage. Donc là je tasse. Donc pourquoi on tasse quand on sème? Pour mettre en contact la terre avec la graine. Ah oui, plus près de la terre. Parce que si elle n'est pas en contact avec la terre, elle ne va pas germer. En fait, ce qui permet la germination de la graine, c'est une température et un taux d'humidité. Donc en fait, la terre va enrober la graine d'humidité et de chaleur. Et c'est la partie extérieure de la graine qui va se fragiliser pour germer, grâce à l'humidité et à la chaleur. Voilà. Donc là, il n'y a plus qu'à arroser. Alors, Ah non, il faut qu'on indique, moi j'ai bien Alors. suivi, il faut qu'on indique où sont les lignes. Non, c'est pas ça? voilà. Donc là, elles sont colorées par rapport au compost qu'on a mis dessus. Donc oui, effectivement, là, on met les lignes pour savoir à quel endroit et notamment à quel moment, au moment où on va entretenir cette parcelle qui n'est pas paillée pour l'instant, parce que à côté va pousser des adventices. Donc du coup, quand je vais désherber, je vais essayer de désherber ce que je ne veux pas les carottes ni les radis. Donc voilà. Ça c'est bien, notamment pour les gens comme moi qui ne reconnaissent pas la plante à la feuille. Moi une carotte, j'arracherais comme si Alors, c'était un... Oui, puis d'autant pissenlit. plus qu'il y a des plantes adventices qui sont de la même famille que les carottes ou d'autres de la même famille que les radis. Donc quand elles germent, en fait, elles ont les mêmes feuilles. Elles ont des feuilles très identiques. Pour les adventistes, je vous rappelle que la semaine dernière, on a fait un sujet dessus, donc il ne faut pas hésiter à aller le regarder sur Instagram, parce qu'on l'a pas mis actuellement sur la chaîne Paris Nature sur YouTube. Ça va être fait rapidement. Donc là, il a installé, Franck a planté 2 petites tiges de bois qui vont permettre de marquer les lignes. Ça c'est des radis ou des carottes? C'est Les les deux. deux mélangés. Donc je note du coup, je marque pour savoir où j'ai semé quoi. Donc là, je mets carotte, la variété. Donc là, c'est une carotte ronde. Et la date de semis.
La date Non. de semis te permet de savoir à peu près à quelle époque récolter? Bah en fait non, parce qu'on va voir le. Enfin ça c'est pour. C'est pour. C'est pour moi en fait, pour savoir si ça germe bien D'accord. au moment où ça doit germer. Voilà, tout simplement. Mais normalement on le voit hein, quand ça démarre et comment ça pousse. Quand c'est mûr, un radis quand c'est mûr, on voit, il commence à. D'abord il faut l'éclaircir et quand on l'éclaircit, donc ça laisse aussi. Normalement quand on fait que des radis par exemple, ou que des carottes, tout ça séparé, et ben en fait à l'éclaircissement, c'est juste qu'on enlève des petites pousses de radis qui vont empêcher les autres radis de pousser, de se développer en largeur dans le sol. Donc là en fait quand je vais éclaircir, comme les graines sont mélangées en fait, elles sont espacées les unes des autres, et donc le seul éclaircissement que je vais faire c'est quand les radis seront bons à récolter. Et En donc du gros, coup ça laissera de la place aux carottes. Ton éclaircissement, c'est la récolte des radis. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est des radis demi-longs. Bonne journée. Voilà. T'as pas d'arrosoir? Voilà, on va bientôt arriver en fin de live, hein, puisque a priori on arrose. Voilà. Et on a fini le sujet sur des semis. Donc si vous avez des questions sur d'autres types de semis à faire en avril, éventuellement début mai, c'est maintenant qu'il faut poser la question, quoique vous savez où nous joindre, on est sur tous les réseaux L'eau est là. sociaux. Alors, Je vous rappelle que nos comptes de réseaux sociaux sont sur Instagram, c'est Paris 4 Nature, 4 c'est un 4, donc Paris 4 Nature. Vous avez sur Facebook et sur Twitter des comptes qui sont Paris Nature, en un seul mot, sans espace, sans tiret. Et sur YouTube, c'est la même chose. La chaîne YouTube s'appelle Paris Nature. Le plus simple, Alors, c'est vous Pour l'arrosage. vous tapez, attends, excuse-moi, vous tapez youtube.fr/c/Paris Nature et vous arrivez sur la chaîne. À toi, Franck. donc pour l'arrosage, on met la pomme vers le haut, pas en bas. Parce que si on la met vers le bas, la pression va être trop forte. Elle va emmener les graines. Donc on la met vers le haut, donc le jet il sera comme ça. D'accord. Et on le démarre toujours avant. Parce que sinon ça fait un gros. Voilà. Une fois qu'il est démarré, on l'arrête après. Ok. Voilà. Donc il faut faire attention avant que ça lève, hein, il faut pas que ça se dessèche, donc il faut bien surveiller tous les jours s'il y a besoin d'eau. Évidemment jamais sans excès, mais il ne faut pas oublier d'arroser. La petite astuce pour les radis, c'est que au moment où ils commencent à grossir pour faire ce qu'on va manger, la racine qui va être comestible, il faudra arroser correctement. Parce que sinon ils ne vont pas grossir correctement, ils vont être plutôt piquants. C'est ce qui va faire. Il y a une période où il faut arroser moins, une fois qu'ils sont bien développés. Mais la période où ils commencent à se développer, à prendre de l'épaisseur, il ne faut pas rater l'arrosage. D'accord. Deux questions. Alors une première question d'Élie Patin qui demande parce que tout à l'heure on expliquait le fait de travailler la terre, est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles il faut retourner le sol? Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'il ne fallait pas le faire, en parlant d'anaérobie et d'aérobie. Mais... je pense que, par exemple, si vous arrivez sur un terrain très difficile, où là, avec la fourche bêche, ça a été facile. Il y a des terrains où on n'arrive même pas à la rentrer. Effectivement, il peut se poser la question de carrément utiliser un outil mécanique, comme un motoculteur, pour ouvrir le sol, en fait, puisqu'il est complètement fermé. Donc ça peut être... Et du coup, si on utilise un outil comme ça, effectivement, on va la retourner, la terre. Mais des fois, on n'arrive même pas à planter un outil. Ouais. Donc, c'est des occasions qui peuvent être... qui existent. Hein, du coup, dans un sol qui est très dur comme ça, dans lequel tu n'arrives pas à planter un outil manuel, la qualité de la vie qu'il y a dedans, il n'y a pas du tout de vie, c'est pas une vie propice, de toute façon, tu ne peux pas y planter des choses, c'est ça? Déjà, tu ne peux pas y semer ou y planter quoi que ce soit parce que c'est compact. Bah oui, donc l'idée, c'est l'ouverture du sol en fait. L'ouverture du sol qui normalement pour fonctionner,
via la biomasse, fait des échanges avec l'atmosphère. Donc en fait, il y a de l'air et de l'eau dans le sol. Et il y a des cycles, le cycle du carbone et le cycle de l'azote entre l'atmosphère et le sol via la biomasse. Donc un sol qui est complètement compacté, ça peut être un sol qui a été beaucoup travaillé avec des engins mécaniques très lourds. Si au bout d'un moment, il est compacté, s'il n'est pas en surface, il est au fond, c'est la semelle de labour. Par exemple, quand on utilise beaucoup de charrues en agriculture, enfin là on n'est pas en agriculture, mais au bout d'un moment, même si on le retourne tout le temps, la base du socle de la charrue, elle tasse le fond, toujours. Et au bout d'un moment, ça fait une plaque qui n'évacue plus l'eau. Et donc on est obligé d'utiliser une sous-soleuse, etc. Une sous-soleuse. Ouais. Donc c'est une lame qui va ouvrir la plaque qui est en dessous. D'accord. Mais dès lors qu'on est parti dans des choses très lourdes comme ça, c'est des combats de puissance contre le sol, quoi. Si on maintient le sol vivant, si on le protège et on le nourrit, il n'y a aucune raison qu'il se compacte. Et le fait qu'on garde un sol non compacté, c'est parce qu'on le cultive, soit avec des cultures, soit avec des engrais verts, et on le protège avec un paillage. Donc dès lors qu'il y a un système racinaire dans le sol, les racines vont décompacter le sol en profondeur et vont participer à la vie de celui-ci. Très bien. Moi j'avais une question juste par rapport à l'arrosage. C'est peut-être qu'un jour on fera un sujet sur l'arrosage, mais souvent on entend dire il faut arroser à telle heure de la journée. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire là-dessus? Parce qu'en fait là on est en train de faire les semis. Pour les besoins du live, on plante. Et c'est vrai qu'il fait assez chaud aujourd'hui. Ouais. On sème, oui, pardon. Par exemple ça là, ce type de semis, tu l'arroserais quand? À partir de maintenant J'arrose quand je peux. D'accord. Là où on va faire plus attention au niveau de l'arrosage, il y a deux choses. Il y a le contraste de température entre l'eau qu'on a prélevée au robinet, donc qui est dans des canalisations où elle est fraîche, et la température du sol. Ça va créer un contraste de température qui peut être néfaste aux semis ou aux plantes qu'on a en place. Donc c'est pour ça que quand on arrose des rangs comme ça ou des jeunes plantes, il faut déjà faire attention à prélever l'eau avant, pour que l'eau soit à température. Si je mets cette eau-là dans un arrosoir, que je la prépare avant, le matin pour l'après-midi par exemple, c'est mieux. Après en plein été, c'est mieux d'arroser le soir quand on peut, notamment à la nuit tombante, enfin juste avant qu'il fasse nuit, parce qu'on aura beaucoup moins d'évaporation au niveau de la surface, donc il y aura moins d'évaporation de l'eau, donc on perdra moins d'eau. Puisque de toute façon quand on arrose là, même ici là, il y a une partie de l'eau que j'ai mise, qui s'évapore. Donc plutôt le soir ou le matin? Donc en plein été, plutôt le soir, ouais. Parce que la nuit il n'y a pas de soleil, donc il n'y aura pas d'évaporation la nuit. D'accord. Attention à ne pas arroser le soir, par exemple sur le feuillage des plantes, parce que du coup l'eau, comme elle ne sera pas évaporée la nuit, elle restera stagnante sur les feuilles, donc ça développera des mycéliums, des maladies cryptogamiques, notamment pour les tomates, courges, etc. Oïdium, mildiou, etc. Donc si on arrose le soir ces plantes-là en plein été, quand elles sont en pleine feuille, il ne faut pas les arroser en aspersion. Il faut les arroser vraiment au pied, sans mouiller les feuilles. Ouais. Après, si on arrose le matin, par exemple, il y a une partie de l'eau, quand le jour va commencer à se lever, que la température va s'élever, il y a une partie de cette eau qui va s'évaporer, forcément, puisque on va vers le chaud, alors que le soir, on va vers le frais. Ok. Il y a encore une petite question d'Eli Patin encore sur... alors ça c'est probablement parce qu'on a parlé de l'arrosage, et l'arrosage, l'humidité fait venir souvent les limaces et les escargots. Et là il nous demande si tu as des astuces contre les limaces. Alors ça... Alors la première chose, alors il y a toutes les astuces des coquilles d'œufs, etc. Mais c'est un petit peu contraignant parce qu'il faut faire tout un petit barrage assez large pour pas qu'ils viennent. Et puis au fur et à mesure, ces coquilles d'œufs s'enfouissent, il faut en remettre, etc. Il y a les feuilles de rhubarbe aussi, les limaces et escargots n'aiment pas ça. Donc par exemple là-bas on a des rhubarbes qui sont montés à fleurs. Et on peut utiliser, par exemple quand on récolte les rhubarbes, il y en a pas mal. donc ce qui nous intéresse dans la rhubarbe, c'est la tige.
Ouais. Donc là, on va attendre qu'elle soit bien rouge, un peu plus haut, un peu plus grosse. Et donc du coup, cette partie-là, la feuille, on ne l'utilise pas, on la jette. Et bah du coup, on peut s'en servir pour pailler autour. Bon, alors, bien sûr, elle va se dégrader, ça ne va pas durer. Mais C'est-à-dire que cette feuille, il n'y aura pas de limaces dessus ni d'escargot? non, elles n'aiment pas, les feuilles de rhubarbe. Bon, ça, c'est des petites techniques, il y en a d'autres, il y a la bière, etc. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de créer un petit pôle de biodiversité, c'est-à-dire que plus on aura de diversité végétale, plus on aura une diversité favorable aux auxiliaires. Ce que j'appelle les auxiliaires, c'est tous les insectes ou petits animaux qui vont réguler les populations de ravageurs. Ce qu'on appelle les ravageurs, c'est tous les insectes qui vont manger les plantes. Donc si on propose un gîte et un hôtel, un gîte et un couvert pour les auxiliaires, et ils seront sur place. Et alors par exemple pour les limaces et escargots, ce qui va réguler les populations tout au départ, c'est les staphylins et les carabes qui vont manger les œufs d'escargots, les œufs de limaces, voire les petites larves d'escargots et de limaces. Je vous invite à aller regarder sur internet ce que c'est qu'un stari et un carabe. Voilà, un staphylin. Staphylin, carabe. Après, il y a d'autres petits insectes aussi. Je ne vais pas faire la liste complète. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ça, ça se met en place au niveau du sol. Et notamment, je sais que le paillage, des fois, est un petit peu... certains disent qu'en fait, le paillage abrite des insectes, notamment des limaces, etc., qui vont manger les plantes. Mais surtout, ça abrite aussi ces auxiliaires. D'accord. Donc quand tu as un paillage avec une protection comme ça, tu as justement ces petits animaux-là qui vont se nourrir des larves et des œufs des limaces et des escargots. Ok, c'est super. Merci beaucoup. Moi je pensais au hérisson, tu vois, mais... Alors le hérisson, parce qu'il aimait des jardiniers. Oui, sauf que le hérisson, c'est un animal sauvage. Il ne va pas se pointer. Ici à Bercy, on n'a pas vu de hérisson. Il faut qu'il y ait une coulée verte vers une forêt. Le hérisson, il n'aime pas quand il y a plein de monde. Il veut être tranquille. Donc, dans la campagne, il sort la nuit, le hérisson. Il se rapproche des maisons pour voir s'il n'y a pas quelque chose à manger. Mais en plein Paris, c'est pas évident d'avoir un hérisson. Donc, à plein Paris, puis des fois en banlieue, s'il n'y a pas une forêt accessible, généralement, s'il vient d'une forêt par la route, il se fait souvent écraser, le hérisson. Ouais, le pauvre. Ok, écoute, moi je te remercie déjà. Merci pour l'atelier. Pour vous qui êtes avec nous, je vous invite donc à regarder le programme et par exemple la semaine prochaine, je vous donne juste les prochaines activités. On aura samedi, demain, il y a une conférence sur les trames vertes et bleues. Mardi, on aura une conférence sur les jardins contemporains et en focus le parc André Citroën. Et mercredi, on aura deux conférences, une sur des jardins collectifs, une autre sur un quiz sur les oiseaux parisiens. Des lives, on en aura deux la semaine prochaine. Jeudi, on verra les aménagements de la chèvrerie à la ferme de Paris. Et puis vendredi, on se retrouve pour le direct du jardinier, mais cette fois-ci avec une collègue de Franck qui nous recevra ici même. Voilà. Je vous souhaite un très bon week-end à tous. Bon week-end. Au revoir Franck, passe un bon week-end. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir.